famille, bienvenue sur Animood, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui effectivement pour un sujet qu'on avait déjà traité auparavant. On va parler de la Phidippus regius. Dans la première vidéo qu'on avait faite, malheureusement il y avait eu quelques erreurs. Certains d'entre vous nous l'avaient signalé directement en commentaire. Effectivement, nous on est complètement honnête, c'est vrai qu'on le reconnaît qu'on a pu faire des erreurs là-dessus. C'était des erreurs qui étaient quand même pas forcément négligeables. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a décidé de retraiter le sujet pour pouvoir vous apporter les bons conseils et faire en sorte que l'élevage de vos Phidippus regius se passe dans les meilleures conditions. J'espère que tu es prêt à en apprendre énormément sur cette araignée que je trouve incroyable. C'est parti! De son nom scientifique, la Phidippus regius est une araignée d'à peine 2 cm avec un physique que je trouve juste adorable. Elle fait partie de la famille des araignées saltis, c'est-à-dire des araignées qui vont utiliser leurs yeux pour pouvoir chasser et elles vont faire des bonds pour attraper leur proie. Car contrairement à beaucoup d'arthropodes, elles ne vont pas faire de pièges avec leur toile, elles vont tout simplement partir en quête de nourriture dans leur habitat. Elles vont avoir de magnifiques couleurs qui vont à la fois dépendre de leur localité et de leur sexe, mais bon, tout ça on y reviendra un petit peu plus tard. C'est une araignée que vous allez aussi pouvoir manipuler. Alors faudra faire attention et y aller avec parcimonie, mais si vous avez un petit peu de confiance et une bonne paire de baloches pour les plus craintifs d'entre vous, et croyez-moi, vous apprendrez à connaître votre araignée et puis vous pourrez même montrer à votre entourage à quel point elle est adorable. Alors par contre, un petit détail, qui dit animal qui est manipulable, dit animal qu'on n'utilise pas pour faire des blagues aux copains ou je sais pas quoi. Ça reste un animal qui est fragile, donc quand vous la manipulez à la main, vous faites très attention et aussi vous évitez les gestes brusques. La Phidippus regius est aussi une araignée qui est très abordable pour les débutants puisqu'elle va être très tolérante et en plus de ça, elle va être plutôt robuste en ce qui concerne ses conditions de vie et ses conditions de maintien en fait. Et ça tu vois, je suis sûr et certain que certains d'entre vous en sont ravis de cette petite nouvelle. Petit détail par contre, évitez de les maintenir en groupe, c'est un animal qui peut être très cannibale. Je sais que certaines personnes arrivent à les maintenir en couple dans un même terrarium, mais ça reste à chaque fois des personnes qui sont expérimentées dans le domaine et aussi des personnes qui sont parfaitement conscients des risques que ça peut poser pour le mâle. Je vais maintenant te parler un petit peu du cycle de vie de la Phidippus puisque ça reste important de le savoir. L'araignée en fait elle va passer par plusieurs stades de vie. Ces différents stades on va les appeler L1, L2, L3, L4 etc. ça tu l'auras compris. Et du coup entre chacun de ces stades pour passer de l'un à l'autre elle va faire une mue. Ces mues en fait quand elle va arriver à la dernière on va appeler ça la mue imaginale. Ça c'est la mue finale puisqu'en fait entre chacun de ces stades elle va avoir une petite forme différente. En fait elle va un petit peu évoluer pour arriver jusqu'à sa forme finale, jusqu'à sa mue imaginale. Il faut savoir aussi qu'il y a un nombre différent de stades entre le fait que ce soit un mâle ou une femelle, tout comme la durée de vie qui va changer si jamais c'est un mâle ou une femelle. Pour le mâle, il va passer par environ 7 stades différents, donc 7 mues différentes, pendant une période de 6 à 9 mois après sa naissance. Une fois qu'il va avoir atteint sa mue imaginale, donc sa forme finale, il va avoir une espérance de vie d'environ 6 à 12 mois. Et la femelle va passer par environ 9 stades de vie différents pendant une période de 7 à 12 mois après la naissance. Et une fois que la mue imaginale aura été atteinte, elle va avoir une espérance de vie d'environ 8 à 16 mois. Tu vois là, chez la Phidippus, ça peut aller du simple au double en fait finalement, l'espérance de vie, la vitesse de croissance, etc. Tout ça, ça va dépendre de différents facteurs. Tu vas avoir la température, tu vas avoir la différence entre le temps en fait, entre lequel tu vas nourrir ton araignée. Ça va surtout en fait être en fonction de son métabolisme. Plus son métabolisme sera rapide, plus sa vie à elle sera rapide. Tu vois, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Donc, il y a une espèce de moyenne à trouver pour essayer de faire en sorte que ta Phidippus puisse vivre assez longtemps, mais que tu puisses les mettre dans des conditions qui lui sont favorables aussi. Et concernant l'habitat de la Phidippus regius, déjà il faut savoir qu'elle est originaire de plusieurs pays, comme une très grande partie des États-Unis, les Bahamas, les Antilles, Cuba, la Jamaïque aussi d'ailleurs. Et parmi tous ces pays-là, elle va avoir pour habitude de vivre dans des toutes petites zones proches des lisières et des forêts. Bien sûr, en captivité, pour votre araignée, il va forcément falloir lui faire un petit habitat. Si elle est adulte ou presque adulte, vous pourrez la passer dans un terrarium et il va falloir compter au minimum
minimum un volume de 1 litre. Je sais, ça peut paraître un petit peu peu, mais ça reste important pour ces araignées. Ce sont des araignées qui sont chasseuses, qui vont partir en quête de nourriture, et c'est important pour elles de ne pas avoir besoin de chasser trop longtemps pour chercher leur nourriture. Sinon, ça peut créer quelques petits problèmes de comportement et même des araignées qui arrêtent de s'alimenter tout simplement. Si jamais vous voyez que votre araignée, dans son tout petit terrarium, elle fait un seul cocon, elle chasse extrêmement bien, là, potentiellement, vous pourrez essayer de la passer sur un terrarium plus grand, ça veut dire qu'elle sera totalement à l'aise. Si par contre, votre araignée, elle est vraiment toute petite, comme nous, c'était le cas par exemple dans la toute première vidéo, je vous déconseille de la mettre en terrarium, je vous conseille plutôt d'utiliser une boîte à drosophiles avec un petit sopalin au fond. De toute façon, je vais t'expliquer un petit peu ça au fur et à mesure de la vidéo, mais ça va être vraiment pas mal pour elle, ça va te permettre à toi de pouvoir les observer beaucoup plus facilement et à elle d'avoir un petit terra qui va la rassurer en fait finalement. Et bien sûr, en termes de paramètres de maintien, je te conseille de maintenir ton araignée à une température de 22 à 30 degrés. Je sais, c'est une plage qui est extrêmement large, mais si jamais tu as ta température de chez toi et un petit peu en dessous, il faudra voir pour ajouter des éléments techniques sur ton installation. La nuit, tu vas pouvoir faire aussi une petite baisse de température. C'est vrai que la Fidipuce va énormément apprécier ça. En plus, en termes d'hydrométrie, là, elle va avoir besoin d'une certaine hydrométrie puisqu'il va falloir faire plusieurs coups de vapeau à l'intérieur pour atteindre une hydrométrie d'environ 50 à 80% en journée. Puisque si tu atteins 50 à 80% en journée, automatiquement, la nuit, ton hydrométrie va remonter pour atteindre les 70 à 100%. Bon, maintenant que je t'ai fait un petit résumé de la Fidipuce, de son cycle de vie, de son habitat, on va pouvoir passer à la présentation du matériel pour réaliser son habitat. Déjà, dans un premier temps, forcément, on va avoir besoin d'un terrarium. Le terrarium qu'on a choisi, c'est le volume minimum, c'est 1 litre. C'est un terrarium qui va mesurer 10 cm sur 10 cm sur 10 cm. C'est un terrarium que moi, personnellement, j'aime beaucoup. On vient juste de le recevoir, je suis vraiment trop content. Déjà, parce qu'à l'avant, j'ai une vitre guillotine. Ça m'évite d'avoir une ouverture sur le dessus. J'avoue qu'avec une Fidipuce, c'est un réel avantage. En plus de ça, je vais avoir une aération qui est plutôt pas mal sur le dessus, qui est drosoproof. Ça va me permettre d'éviter les évasions si jamais je mets des drosophiles directement à l'intérieur. Et en plus de ça, je trouve que c'est plutôt pas mal, ça va me permettre de pouvoir faire un décor assez central à l'intérieur. Je vais avoir le sol. Le sol, ça c'est tout simplement la base que je vais mettre au fond de mon terrarium. Ça c'est important pour la Fidipuce. Tu vas avoir énormément de choses différentes que tu peux utiliser. De la coco, de la fibre de coco, des différents humus. Tu vas même pouvoir mettre de la tourbe, du sable. Enfin bref, tu as un choix qui va être assez large là-dessus. Nous, on a tout simplement choisi, c'est du Terra, enfin c'est la marque, c'est Zomed et c'est tout simplement leur sol en fait de base qu'ils vont produire pour pouvoir faire ton terrarium. C'est un sol qui est complètement neutre, il n'y a aucun nutriment pour les plantes, donc si jamais tu mettais des plantes naturelles à l'intérieur qui étaient assez compliquées de maintien, il faudra peut-être ajouter quelques petits engrais naturels à l'intérieur. Ensuite, pour la partie décoration, je vais avoir, alors pas grand chose encore une fois, parce que je te rappelle la taille du terrain, il n'est pas très grand, hein. Des petites écorces de liège qui vont me permettre de pouvoir donner un petit peu de volume à mon terrarium, de faire en sorte que ma Fidipuce puisse utiliser un petit peu tout l'environnement qu'on va lui mettre à disposition. Je vais pas forcément mettre les 3, là je t'en montre 3 histoire de pouvoir moi de mon côté me laisser un petit peu de choix quand je vais faire le terrarium, mais sûrement qu'à l'intérieur j'aurai la place d'en mettre qu'une seule, hein. Je préfère prévenir directement. Ensuite, on va pouvoir passer à la plantation. Tu vois, on a mis des plantes naturelles. C'est pas parce qu'on part sur une Fidipuce qu'on va lui mettre des plantes en plastique. Non, on reste sur des plantes naturelles. J'ai quelques petites plantes dedans. Alors déjà, j'ai de la mousse de forêt. La mousse de forêt, je trouvais que c'était un peu une évidence de mettre de la mousse de forêt à l'intérieur. Mais je vais en plus avoir des plantes qu'on a récupérées dans le terrarium de Loki. Donc ceux qui veulent savoir c'est quoi comme plante, bah, c'est tout simplement celle qui est en haut à gauche. Donc allez voir la vidéo de Loki, vous avez le lien qui est juste ici. Et je vais en avoir une autre. Ça c'est pareil, c'est une plante qui vient des dendrobates. Et si vous voulez avoir le nom de la plante, je vous invite à cliquer sur la vidéo de la dendrobate pour avoir le nom. Vous le savez, hein, chez Animood, on n'est pas des spécialistes en termes de plantes. J'ai pas le nom du tout, je retiens pas du tout les noms des plantes. Donc si jamais vous le savez, hop, on vous mettra des petits plans inserts pour pouvoir vous les montrer. Comme ça, vous nous les noterez directement en commentaire. En attendant, sur les éléments de déco, je vais pas forcément avoir de choses supplémentaires à rajouter. Bien sûr, en termes d'éléments techniques, j'aurais pu rajouter un éclairage à mon installation. Éclairage qui n'est absolument pas nécessaire, sauf pour vos plantes si jamais vraiment vous avez besoin que vos plantes ont besoin d'avoir un bon éclairage. Mais sinon, il suffit juste de la mettre dans une pièce qui est vraiment bien éclairée et votre installation, ce sera largement suffisant pour elle. Ensuite, si bien sûr vous habitez dans une maison, alors dans une région qui est plutôt fraîche, vous habitez dans une maison
qui atteint difficilement les 22 degrés, il va forcément falloir investir dans un système de chauffage. Donc soit un tapis chauffant, soit du câble chauffant que vous pouvez mettre à l'intérieur. Néanmoins, une taille comme ça, un câble chauffant, je pense pas que ça va être possible. Donc je vous conseille d'utiliser un tapis chauffant. Tapis chauffant qui bien sûr devra toujours être lié à un thermostat qui lui permettra de lui dire quand s'éteindre et quand s'allumer pour toujours avoir la température idéale. Ça y est, j'ai fini un petit peu de te présenter tout le matériel dont on aura besoin. Je vais maintenant pouvoir réaliser le terrarium. Comme tu t'en doutes, là c'est un petit peu petit, ça va être compliqué de pouvoir faire ça correctement en vidéo. C'est pour ça que toute la réalisation du terra se fera sur un plan musical qui va démarrer dans 3, 2, 1, go! De retour après la création de l'habitat de notre petite araignée, bah écoutez, je suis plutôt satisfait de ce qu'on a réussi à lui faire. Vous voyez le terrain donc qu'on avait reçu, si je le retourne très délicatement, vous voyez à l'avant, là où on met la porte guillotine, on avait 2 bandes noires en fait juste ici. Ces bandes noires, c'est pas très esthétique, on voulait absolument les cacher, c'est pour ça qu'en fait la face avant technique de notre terrarium, c'est celle-ci. Donc en fait, on l'ouvre tout simplement par l'arrière. Sachant que vu la taille, si jamais on a besoin, c'est pas trop compliqué de pouvoir faire un 360 dessus à la main. Ça va se faire assez facilement. Maintenant que c'est dit, on va pouvoir vous faire une partie sur l'alimentation, puisque l'alimentation, il y a quand même quelques petites choses à savoir sur la Philippus regius. Déjà, dans un premier temps, une fois que tu vas avoir passé le stade L4, L5, ta petite Philly va pouvoir se nourrir de proies qui vont être aussi gros qu'elle, donc tu vas pouvoir lui donner par exemple des petits grillons ou alors des petits verres de farine, elle s'en contentera parfaitement. Si jamais tu vois que ta Philippus rechigne un petit peu à attaquer sa proie, ça veut dire qu'elle est potentiellement un petit peu grosse, donc il va falloir que tu restes sur des drosophiles encore un petit peu. Une fois qu'elle aura atteint sa taille adulte, donc qu'elle aura passé la mue imaginale, là par contre je te le dis, la Philippus, elle va pouvoir s'attaquer à des proies qui sont 2 fois plus gros qu'elle. Des grosses blattes, des gros grillons, ça pose aucun problème. Alors des grosses blattes, des Red Runner, hein, pas des blattes du Bia. Blattes du Bia, ça fait à peu près ça comme taille, c'est peut-être un chouïa gros pour la Philippus, faut pas déconner non plus. Si jamais tu es avant le stade L4, L5, donc là ta Philippus est extrêmement jeune, il va falloir la nourrir avec des drosophiles. Elle va avoir besoin de chasser des proies qui sont extrêmement petites pour pouvoir se rassurer et faire en sorte d'éviter tout acte de prédation inverse. Donc en fait que la proie s'en prenne à son prédateur, ça peut arriver de temps en temps, enfin bref. Si jamais donc tu es avant ce stade L4, L5, nourris-la avec des drosophiles un petit peu plus régulièrement, histoire que ton araignée puisse grandir tranquillement. Et d'ailleurs, quand vous allez nourrir votre Philippus, je vous conseille de très bien observer la chasse, c'est réellement trop cool à voir. Moi j'avoue que à chaque fois que je la nourris, j'essaie de l'observer parce que je trouve ça incroyable personnellement. Si jamais tu as des doutes, parce qu'en fait voilà, la Philippus, faut savoir que c'est quand même une très grosse mangeuse, il n'y a pas réellement de règles en termes de jours, de savoir tous les combien de temps il faut la nourrir, ça va surtout dépendre de son métabolisme, de comment est-ce qu'elle a assimilé sa nourriture, et donc pour ça il va falloir observer son abdomen. L'abdomen, lui, en fonction de comment est-ce qu'elle va avoir faim, il va être plus ou moins gros. Je te mets un petit schéma là, tiens, regarde, hop là, juste ici là, je te mets un schéma où tu vas voir les différentes formes en fonction de si c'est un mâle ou si c'est une femelle, donc les différentes formes de son abdomen, pour savoir si tu dois nourrir ta Philippus. Si jamais t'as pas forcément trop envie de te prendre la tête, là, semi-règle, c'est à peu près tous les 2-3 jours, je dirais, qu'il faut nourrir sa Philippus. Mais encore une fois, cette règle-là, elle est très abstraite puisque ça va dépendre du type de nourriture que tu lui donnes et du métabolisme de ton araignée. Maintenant, il va être temps de te faire une petite partie sur la reproduction de la Philippus regius. Déjà, sache qu'elle est littéralement incroyable. Moi, je trouve que c'est une reproduction qui est super fascinante. En plus de ça, elle est ultra accessible à des débutants. N'importe qui peut pouvoir se lancer dedans. Faut juste bien respecter les règles. Mais je te rassure, elle
elle est absolument pas contraignante. Bon, déjà, dans un premier temps, je vais t'expliquer la différence entre les mâles et les femelles qui se fait extrêmement facilement à partir du stade L5. La différence, du coup, elle va se faire déjà dans un premier temps avec la couleur de ton araignée. Les femelles, elles vont plutôt avoir une couleur qui va être beige, grise, voire même marron-orange. Et les chélicères, donc en fait les chélicères, c'est les dents qui sont cachées juste derrière les pédipalpes. Les pédipalpes, ce sont les fausses pattes qui vont lui servir pour pouvoir analyser certaines choses, etc. Juste derrière ces pédipalpes, on a ce qu'on appelle les chélicères, donc ce sont les crocs, entre guillemets, et ces crocs-là vont avoir une couleur bien spécifique. Si c'est une femelle, elles vont être de couleur mauve, voire rose. Alors, ça peut arriver que pour certaines souches, certaines espèces précises de la Philippus regius, ces chélicères soient bleu-vert. Pour les mâles, eux, vont avoir une couleur plutôt noire avec des points blancs, voire même des poils qui vont être blancs, et du coup, leurs chélicères cachés derrière les pédipalpes vont être bleu-vert, exactement comme certaines souches justement de la femelle. Il va aussi y avoir un dimorphisme sexuel qui va être présent entre le mâle et la femelle. Il faut savoir en fait que les pattes avant des mâles vont être beaucoup plus longues que chez la femelle, et l'abdomen de la femelle va être beaucoup plus gros que celui du mâle. Pour démarrer la reproduction, déjà dans un premier temps, on va devoir mettre le mâle directement dans le terrarium de la femelle. Une fois qu'il va y avoir un contact visuel qui va s'entamer entre le mâle et la femelle, automatiquement, mais vraiment directement, le mâle va se diriger vers la femelle, va commencer à lever les pattes en avant et va entamer une espèce de petite danse. Vous voyez, comme ça là. En fait, ça c'est tout simplement pour pouvoir se reproduire avec sa femelle, et si la femelle accepte en fait tout simplement de se reproduire avec le mâle, elle va se retourner, lui montrer son abdomen, et le mâle va pouvoir se diriger vers elle pour pouvoir se reproduire. Quelques jours après l'accouplement, vous allez voir en fait votre femelle qui va se mettre à pondre directement dans son cocon. Il faut savoir en fait que la femelle, quand elle va assimiler du coup la génétique du mâle, elle va la garder pendant un certain temps puisqu'elle va faire plusieurs pontes, c'est-à-dire qu'elle va créer un premier cocon. Dans chaque cocon, vous allez trouver entre 20 et 150 petits à chaque fois. Et tout en sachant aussi que entre chaque ponte, il va y avoir une intervalle de 30 à 60 jours. Petit détail supplémentaire à savoir, la première ponte va donner plus souvent proche des 150, et plus les pontes vont se faire, moins il y aura de petits. C'est pour ça qu'avec une seule reproduction, on va pouvoir faire entre 2 et 5 pontes. Et bien sûr, une fois que tout ce petit beau monde est né et a éclos, vous allez pouvoir les voir directement dans le cocon de la mère, puisque la mère en fait va les protéger. Et elle va les protéger pendant la première mue, des fois même un petit peu plus longtemps, 2 ou 3 mues. Et en fait, pendant toute cette période-là, vous allez voir les petits s'aventurer plus proche du cocon. Au fur et à mesure, tenter d'essayer de sortir, d'aller s'aventurer dans le terra. Et quand vous voyez vraiment les petits s'aventurer complètement dans le terra, il va être grand temps de les retirer de l'habitat de la mère, puisqu'à partir de ce moment-là, elle va arrêter de les protéger et elle pourrait potentiellement les chasser, quoi. Donc ça pourrait être un petit peu dommage de perdre toute la reproduction que vous êtes donné tant de mal à avoir. Et bien sûr, comme d'habitude, on va vous faire une partie sur l'entretien. Je trouve ça toujours important de savoir à quoi s'attendre quand on récupère un animal de compagnie chez soi, et même avant de l'avoir, c'est toujours important de se renseigner, de savoir à quoi s'attendre exactement. Donc déjà, pour l'entretien, dans un premier temps, je te conseille de faire un coup de vaporisation une fois par jour. Ta Philippus va avoir besoin d'un certain taux d'hydrométrie, c'est important de correctement le respecter, et pour ça, le coup de vapo, c'est la meilleure solution. Ce que tu fais, tu vapores à main comme ça, hein, pas besoin non plus d'avoir un gros machin, un Karcher, c'est pas du tout utile. Je mets quelques coups de vapo directement à l'intérieur. Voilà, je fais attention à mon araignée quand même. Tac. Et une fois que c'est fait, si je veux éviter les traces blanches directement sur mes vitres, soit j'utilise de l'eau osmosée, soit je viens directement avec un sopalin nettoyer mes vitres. Bon, sur un petit terrain comme ça, c'est pas forcément la meilleure chose à faire, puisque là, c'est pas très facile d'accès. Le mieux, ça reste quand même d'utiliser de l'eau osmosée. Ensuite, la Philippus, elle, va falloir l'observer correctement, puisqu'on va pouvoir apprendre à la connaître. Si vous voulez tenter, vous allez pouvoir essayer de la manipuler, essayer de voir si elle stresse énormément ou pas pendant cette manipulation. Et ensuite, vous allez aussi pouvoir retirer toutes les petites proies qu'elle aura consommées à l'intérieur du terra. Là, on est dans un environnement qui est très petit, qui est très clos. Ça va être important d'éviter tout développement bactérien ou tout développement de moisissure. Ça pourra entrer en danger pour l'araignée, et c'est pour ça que c'est important de veiller à ce qu'il n'y en ait aucun. Ça va être vraiment tout en fait en termes d'entretien sur votre Philippus qu'il va y avoir à faire, un petit peu d'observation, le petit coup de vaporisation, et bien sûr retirer tous les cadavres à l'intérieur. Là, vous voyez, mes vitres, elles sont complètement humides, c'est vrai qu'on voit plus très bien. Si je veux venir les nettoyer, je peux me munir d'une petite pince et d'un petit coton, mais je vais éviter de
mettre la main directement à l'intérieur. Un énorme merci la famille d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment que j'ai pu t'apporter tous les conseils dont tu avais besoin pour pouvoir t'occuper au mieux de ta Fidipus. J'espère aussi que potentiellement j'ai été réconcilié un petit peu avec cet animal extraordinaire qu'est les araignées. En attendant, tu vas pouvoir nous retrouver sur les réseaux Instagram, TikTok et Facebook pour avoir des vidéos, des photos, des news de tous les animaux du studio et surtout la petite Fidipus qu'on a juste ici, puisque au cas où d'ailleurs, si tu le savais pas, c'est vrai que je te l'avais pas précisé tout à l'heure, mais celle-ci c'est une femelle. Je t'ai expliqué la différence entre le mâle et les femelles avec les couleurs, et celle-ci on le voit très clairement, c'est bien une femelle. La famille, moi je suis trop pressé de vous retrouver la semaine prochaine, dimanche 11 h. En attendant, si jamais tu as besoin de voir d'autres vidéos sur des animaux, si tu as envie de découvrir d'autres animaux, tu vas pouvoir t'abonner à la chaîne en cliquant sur le gros bouton rouge juste ici et la petite cloche. Ça va énormément nous aider, nous motiver à faire des vidéos de meilleure qualité. Et en plus, on a un objectif d'atteindre les 10 000 abonnés avant la fin de l'été qui arrive très bientôt. Donc si tu as envie de nous aider, je t'en prie, appuie sur ce bouton rouge. Ça va énormément nous aider, je te préviens, c'est énorme. Ensuite, si jamais tu as envie d'aller un petit peu plus loin, de nous aider à pouvoir entretenir nos animaux, leur acheter du matériel, potentiellement leur acheter de l'alimentation, ce genre de choses, eh ben écoute, rends-toi directement sur notre boutique en ligne. Tu vas pouvoir trouver différents designs d'animaux qui ont été mis en scène dans différentes actions avec différents costumes. Enfin, c'est des designs qui ont été réalisés par Art by Jack que je remercie énormément. Ce sont aussi des designs que moi j'adore. J'ai un grand coup de cœur pour le crabe des Caraïbes. Je le trouve littéralement incroyable. La famille, moi je vous retrouve la semaine prochaine, dimanche 11 h. C'était Matt sur Animaux. Je vous fais des bisous. Ciao!